Si tu lis ces mots, c'est que j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout de la vie, mais jusqu'au bout de mon histoire. Et maintenant, la fin arrive, pas comme dans les films, pas avec des applaudissements, mais dans le silence, avec un soupir long, une dernière phrase qu'on écrit pour soi. Je n'ai pas choisi cette vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenu sur les réseaux. Et là, si je reviens, c'est pour vous partager mon histoire. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est plus pour transmettre à plusieurs personnes qui se sentent seules ou qui se sentent perdues ou bien qui n'ont pas été écoutées par leurs proches, etc. Et bah, j'aimerais transmettre mon histoire parce que certaines personnes peuvent s'y retrouver, trouver de la similarité, etc. Par rapport à mon histoire, peut-être peuvent se reconnaître même à travers mon histoire. Donc voilà, c'est une vidéo un peu spéciale. Ça sera coupé par chapitre. Donc n'hésitez pas à tout regarder ou partager à vos proches, etc. Et en fait, je compte pas me développer sur les réseaux. C'est juste une et dernière vidéo. C'est comme mon dernier projet, on va dire. Donc voilà. Bon, un peu de blabla au début, mais voilà. J'espère que vous allez bien et asseyez-vous ou mettez vos écouteurs ou allongez-vous. Je sais pas, faites comme vous voulez ou regardez la vidéo, mais malheureusement, j'ai pas d'illustration, etc. pour que la vidéo soit un peu dynamique. Donc, je suis désolé. Vous allez juste voir ma tête et lire mon script. Parce que oui, j'ai écrit toute mon histoire sur 45 pages à peu près. Donc, voilà. Jusqu'au dernier battement. Introduction. Le temps. Je m'appelle Wilson et ce que tu vas entendre, c'est ce que j'aurais voulu te dire depuis des années. Chaque seconde qui passe me rapproche d'une fin que j'ai pas choisie. Mais avant, j'ai encore une chose à faire. Raconter. Tout. Pour que plus personne ne dise qu'il est parti sans avoir aimé. Arc 1. Avant les murs. Avant la France, avant les foyers, avant l'école, il y avait l'Inde. Une terre brûlante, bruyante, mais vivante. Pour moi, l'Inde, c'était la faim. Pas de frigo, pas de goûter, pas de quoi rêver. Mon enfance, c'était des journées passées à chercher ce qu'on allait manger. Si on mangeait. À l'école, j'étais silencieux, effacé, peu d'amis, pas de jeu. J'étais pauvre et ça se voyait. Chez moi, ce n'était pas mieux. Une personne de ma famille me frappait. Pour tout et rien. Un regard de travers, un mot trop fort et sa main tombait. Mais le pire, Venait aussi d'une autre personne. Ce que je croyais être des jeux n'en était pas. Mon esprit a dû se protéger. J'avais à peine 5 ans, mais mon corps s'en souvient encore. Mon esprit, lui, a verrouillé et s'est braqué. et ce n'est plus de 10 ans plus tard, qu'un souvenir est remonté. Comme un poison qu'on avait cru oublier. Et ce poison, ce n'était pas juste elle. Il y avait aussi, Une autre personne. violent, qui passait parfois chez nous, un homme de passage, mais un homme dangereux. Et ma mère, absente, effacée. Elle travaillait à l'étranger comme femme de ménage, on disait. Mais un jour, j'ai appris la vérité. Pour m'envoyer en France, elle a vendu son corps. Elle s'est sacrifiée ou elle a simplement trouvé un moyen d'exister dans une vie qui ne lui appartenait plus. En tout cas, ce n'est pas par amour que j'ai été choisi. J'ai appris plus tard que c'était mon frère qui devait partir. Mais il était trop âgé pour que les papiers passent. Alors, ils ont pris le second choix, le plus jeune, moi. Un billet d'espoir qu'on a mis dans un avion. Je me disais que ce départ allait changer ma vie, que j'avais peut-être enfin une chance, mais ce que je ne savais pas, c'est que le pire était encore devant moi, et que parfois, la liberté ressemble à une cage mieux éclairée. Je pensais que l'arrivée en France allait tout changer. Un nouveau pays,
une nouvelle langue, une nouvelle vie. J'étais un enfant, et comme tous les enfants, j'avais besoin d'y croire. Mais on ne choisit pas le monde dans lequel on atterrit. On m'a arraché à la misère, oui, mais pour me plonger dans une autre forme de prison. Une maison, un toit et une vérité. Le monstre n'était pas caché sous mon lit, il m'ouvrait la porte tous les soirs. Arc 2. Le monstre dans la maison. La France, j'y arrive à 6 ans. Je ne parle pas un mot de français, je découvre un nouveau climat, des visages inconnus, une langue étrangère. Mais très vite, ce pays ne sera pas une délivrance, c'est l'histoire d'un faux départ. Au début, on ne s'installe même pas. On bouge de ville en ville, puis on finit par trouver une maison. Mais le vrai problème, ce n'est pas le toit, c'est l'homme qui vit dessous. Il m'interdisait tout. Sorties scolaires, des piscines, activités culturelles. Même un simple voyage de classe, je n'avais pas le droit. Et surtout, il me coupe de ma mère. Pas d'appel, pas d'appel vidéo non plus. Pas de téléphone, rien du tout. Il refusait que je l'appelle, que je la voie sur Skype même, et que je parle d'elle tout simplement. Un jour, il a pris une photo de moi et elle, et il lui a découpé la tête. C'était plus qu'un geste, c'était une sentence. La violence, elle n'était pas discrète. Il frappait beaucoup, très fort, sans se cacher. Une fois, il est venu devant l'école avec un bâton. Ce jour-là, la maman d'une camarade a voulu me donner un goûter. Il est intervenu et l'a empêché. Il refusait que qui que ce soit me donne quoi que ce soit, comme si je lui appartenais. Une autre fois, je suis à l'étude d'informatique après l'école. Je découvre les ordinateurs, les jeux, un monde que je ne connaissais pas. C'est là qu'est née, sans que je le sache, ma passion pour les jeux vidéo. Mais lui, il débarque à l'école, il rentre, il me voit jouer, et quand on rentre à la maison, il me tabasse. Pour lui, jouer, c'est perdre son temps. Être un enfant, c'est un luxe que je n'ai pas le droit d'avoir. Et pendant ce temps, Une autre personne de ma famille ne disait rien sur la violence que je subissais. elle regarde, elle dit rien. La maison devient une prison, sans cadenas, sans barreaux, mais sans issue. Et puis, il y a des choses que je n'ai jamais pu partager, comme des expériences très douloureuses, que mon esprit a dû enfuir pendant plus de 10 ans, jusqu'à que ma mémoire décide de faire remonter à la surface ces fameux souvenirs douloureux. Un peu comme si ces deux personnes m'avaient placé une bombe à retardement. Pourtant, l'école, c'était un autre monde. C'était ma cachette. Là-bas, j'apprenais la langue, je respirais un peu. Et surtout, j'ai parlé à une assistante sociale de l'école Marie Curie. J'avais 8 ans. J'ai trouvé le courage de dire ce que je vivais. Et un jour, des policiers sont venus me chercher à domicile. J'ai vu l'opportunité, j'ai menti à ma famille. J'ai dit que je devais les suivre pour un truc administratif. Et ils m'ont laissé faire. Je parlais mieux français que tout le monde à la maison. Cette langue que j'avais apprise à l'école, elle m'a sauvé la vie. Dans la voiture, les policiers m'ont emmené dans un grec. On a partagé le repas. J'ai raconté avec les mots d'un enfant mon quotidien. C'est ce jour-là que tout a changé. C'est ce jour-là que le monstre a perdu. Et moi, j'ai commencé à exister. Ce jour-là, en quittant la maison, je croyais être sauvé. Je pensais que c'était fini, que j'allais pouvoir recommencer. Mais ce que j'ignorais, c'est que l'enfer ne disparaît pas du jour au lendemain. Il laisse des traces, des cicatrices invisibles, qui se réveillent parfois au bruit d'une porte, au silence d'une nuit, ou au simple fait d'être seul. Pourtant, en arrivant au foyer, je découvre un autre monde. Pas parfait, mais différent. Et dans ce monde-là, je vais apprendre ce que c'est l'amitié, la trahison et le premier amour. Et l'abandon, encore. C'est ici que commence l'enfant volé. Arc 3, l'enfance volée. On dit souvent que les enfants placés sont en sécurité, que le pire est derrière eux.
Mais c'est faux. Le pire, c'est ce qu'il te reste à reconstruire quand t'as jamais appris à être un enfant. Je suis placé en été dans une maison d'enfants à caractère social. On appelle ce foyer la haute borne. Je débarque là-bas avec une valise de douleur, une langue que je maîtrise à peine, et un passé trop lourd pour mes 8 ans. Mais dès les premiers jours, je ressens un truc que j'avais jamais ressenti, un calme. Pas un bonheur, mais un calme, un silence, plus de bruit et plus de coups. Juste une pause. Et c'est là que, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à enfiler mon tout premier masque. Un masque discret, fait pour me faire oublier, un peu rassurant. Excusez-moi. Un masque rassurant pour plaire aux adultes, un masque protecteur pour cacher mes peurs et mes blessures. Là-bas, je rencontre Reshma, une fille du foyer. Elle devient un repère pour moi. Une des toutes premières personnes qui me regarde sans juger, sans pitié, juste avec attention. Et puis il y a Marie, une éducatrice douce, calme, toujours souriante. Ça paraît anodin, mais c'était presque une amour maternel que je n'avais jamais connu. Ensuite, il y a la rentrée à l'école Pablo Neruda. Je parlais mieux français, je me sens un peu moins comme un étranger. C'est là que je rencontre Roberto et Kevin, deux meilleurs amis, deux frères à l'école. On joue au foot, on rigole à la récré, on parle de tout et rien. Je commence même à comprendre ce que c'est l'amitié. Et je tombe un peu amoureux. Elle s'appelait Mathilde, ma toute première amoureuse, des petits sourires, des regards timides, des petits mots dans la cour. C'était beau, simple et sincère. Innocent aussi. Et pendant un temps, j'avais un concon. L'école le jour, le foyer le soir. Je me sentais en paix. Mais la paix ne dure jamais longtemps chez les enfants placés. Roberto finit par déménager. Il part au Portugal. Je perds mon frère de cœur. Et cette perte m'arrache une partie de mon enfance. Mais ce n'était que le début. Arrivé en fin de primaire, je devais intégrer le collège du secteur. Mais il y avait cette directrice qui a refusé mon dossier. Pourquoi? Parce que d'autres enfants du foyer avant moi avaient causé certains problèmes. Elle m'a mis dans le même sac que eux, même si j'avais rien fait, même si j'étais pas comme eux. Alors, sans le vouloir, on m'a volé mes amitiés. On m'a volé ma continuité. On m'a arraché à mon concon. Et c'est à ce moment-là que j'ai renforcé mon masque. Un masque pour sourire quand j'avais envie de hurler. Un masque pour faire croire que je comprenais, que c'était pas grave. Un masque pour devenir celui qui ne dérange jamais. Je me retrouve inscrit ailleurs, au collège Léonard de Vinci. Un lieu où je connais personne, un nouveau monde, brutal, bruyant, où je dois tout reconstruire. Encore une fois. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Car j'étais un enfant avec un passé d'adulte. On voulait que je m'intègre, mais on m'avait déjà cassé de l'intérieur. Et personne ne le voyait. Parfois, la vie t'arrache ce que tu as de plus fragile, juste pour te jeter ailleurs, sans explication. Après le refus de mon dossier au collège Pablo Picasso, après avoir dû dire adieu à mes amis d'enfance, je suis transféré dans une autre structure de foyer, une maison pour les plus grands, on l'appelait les MAF. Un nouveau lieu, nouveau visage, nouvelles règles. J'étais un peu épuisé. J'avais l'impression de redémarrer ma vie pour la centième fois. Et cette fois, j'ai mis un masque plus solide. Pas pour me cacher, mais pour survivre. Pour faire croire que j'allais bien, pour qu'on ne voit pas tout ce que j'avais déjà perdu. Je m'attendais au pire, mais je ne savais pas que dans les années à venir, j'allais y faire 3 des plus belles rencontres de ma vie. 3 frères de cœur, 3 morceaux de moi que je n'oublierai jamais. Je n'étais plus seulement un enfant déraciné, je devenais un ado cabossé, avec une histoire. Et pour la première fois, depuis longtemps,
Je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'on appelle parfois avec pudeur une autre famille. Arc 4. L'autre famille. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais parfois on choisit où l'on reste. Je suis arrivé à l'association de Notre-Dame de Montmélian. Dans le monde du placement, cette structure est l'une des meilleures, et je le dis sans trembler. Elle avait un cœur, une rigueur, et surtout des humains derrière les murs. Je suis d'abord accueilli à la Haute-Borne, le foyer principal, là où beaucoup d'enfants commencent leur aventure. C'est une maison d'enfants pour les plus jeunes, un genre de cocon d'accueil, où les éducateurs nous accompagnent du matin au soir. Petit déjeuner, trajet scolaire, goûter, devoirs, douche, veillée, rituel de coucher. Un quotidien rythmé, encadré mais humain. Et pour moi, un contraste total avec tout ce que j'avais connu auparavant. Plus tard, je rejoindrai les MAF. Deux maisons, mais pour les plus grands. Ou pour les fratries. Une transition naturelle, mais intérieurement, c'était un autre deuil à faire. Encore un déménagement, encore un nouveau départ. Alors j'ai ajusté mon masque, plus solide, plus lisse. Le genre de masque qui empêche qu'on voit le gamin en train de s'effondrer derrière. Et pourtant, contre toute attente, c'est là que ma vie a changé. 3 rencontres, 3 mecs, 3 frères. Je commence par Jean-Pi Junior. Je l'ai rencontré à la fête de Noël 2015 avec le foyer. C'est un mec très simple, drôle, loyal, mais bosseur. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il m'appelle toujours Wesh bro, Wesh, ou mon é. Il a un bon appétit, une grande gueule, mais surtout un immense cœur. Il est fan de FIFA, de Naruto, toujours là pour me faire rire, même quand j'avais plus envie d'exister. Avec lui, j'oubliais que j'étais placé. Ensuite, il y a Kervin. Je l'ai rencontré en 2016. Il est arrivé en foyer en 2016. Au début, il me collait comme un petit frère paumé. Beaucoup le voyaient immature, foufou, sans repère. Mais moi, je le voyais comme un miroir inversé. Comme un gamin blessé qui voulait briller, juste être vu ou être aimé. Il m'admirait et il jouait les durs. Mais au fond, il avait un cœur d'artichaut. Ce qu'il aimait, sa famille, ses amis, des animés, SNK, Tokyo Ghoul, Naruto. Il aimait bien les jeux de vidéo également, God of War, Minecraft ou Call of Duty. Il aimait l'argent également. Puis il aime certains artistes comme Damso, PNL et les séries comme Lucifer. Un mélange de rage et de rêve, de fragilité. Et derrière ses vannes, il portait lui aussi son propre masque de clown triste. Et je termine par Prince. Je l'ai rencontré également en 2016, mais en fin d'année. Il m'appelait Maïdi, ouais frérot. Toujours souriant, toujours à l'aise avec tout le monde, mais discret sur ses douleurs. Lui, il avait la foi tatouée dans le cœur. Pour lui, tout ce qu'on vivait, c'était des tests de Dieu. Des épreuves, rien n'était gratuit. Il était passionné par les animés, les arts martiaux ou la musique. Un mec droit, sincère et solide. Quand il te regardait, il te faisait sentir que tu existais vraiment. Et avec ces trois-là, j'ai commencé à enlever petit à petit mon masque. Pas tous, mais un. Celui qui disait je suis seul. Jean-Pi, c'était la générosité brute. Kervin, l'humour noir qui cache les bleus. Prince, le cœur battant de notre trio. Et moi j'étais le gardien silencieux de cette meute. Je portais un peu d'eux, comme eux portaient un peu de moi. Et puis il y avait eux, les éducateurs, des vrais piliers. Ceux qu'on oublie trop souvent. Ceux qui, dans l'ombre, nous portent pas parce ils avaient un diplôme, mais parce qu'ils étaient présents, humains, à l'écoute et francs. Il y avait François. C'était comme un père. Il ne se contentait pas de faire son travail. Il voulait nous transmettre quelque chose, partager, nous guider. Tu pouvais lui parler de tout. Il écoutait avec sincérité. Il m'a donné confiance dans ma parole et dans mes idées. Puis il y avait Marie, je vous ai parlé précédemment, une éducatrice douce, bienveillante,
Elle me coiffait avec soin quand j'avais des cheveux longs. Son geste était tendre, presque maternel. Avec elle, j'étais un enfant, pas un dossier. Puis, il y avait Jeanne, un modèle de dépassement. Un roc, une main tendue, un cœur calme. Patrick, le vieux nounours blagueur, toujours là, pleine de vie, toujours une vanne dans la poche. Hibou, le sage, le bricoleur, l'homme à tout faire, solide et rassurant. JB, l'homme d'idées et d'énergie. Il avait toujours un projet, un truc à construire. Lydia, au cœur immense, attentive, tendre, humaine, toujours présente. Daryl, un vrai couteau suisse, un modèle, une réussite, une force tranquille. Sébastien, celui qui a 3 poumons, foot, vélo, rando, et un humour tranchant. Et enfin, la directrice adjointe, charismatique, droite, en une seule phrase, un seul regard, et elle lisait tout de moi. Malgré les changements d'équipe, nos chemins se recroisaient toujours. Tous ont laissé une trace unique, et certains d'autres m'ont fait rire, d'autres m'ont conseillé, d'autres encore m'ont protégé. C'est pas juste un travail pour eux, c'était une vocation. Avec eux, j'ai appris qu'on pouvait être adulte et rester humain, qu'on pouvait être autoritaire sans être violent, qu'on pouvait aimer sans l'exiger en retour. Et malgré moi, j'ai continué à porter des masques différents, selon celui ou celle qui était en face de moi. Un masque pour être l'élève idéal, un autre pour l'ado sans histoire, un autre encore pour faire rire les copains. Parce que j'avais peur que si je montrais vraiment qui j'étais, on ne m'aimait pas. Alors je m'adaptais, je m'effaçais. Et parfois, je ne savais même pas quel masque porter le matin. Mais au-delà des éducateurs, il y avait le quotidien au foyer. Une vie rythmée par le collège, les rires, les tensions, les bêtises, les bagarres, les veillées, le jardin et les jeux vidéo. Et parfois des drames aussi. Petite anecdote, tout commence avec ma rentrée en sixième au collège Léonard de Vinci avec une autre jeune du foyer. On ne connaissait personne, mais on a grandi avec les années et chacun s'est construit un petit groupe à lui. Moi, j'étais surtout avec Sam, un ami fidèle que j'ai suivi jusqu'à la fin du collège. Après les cours, on traînait, on rigolait, on faisait des parties de sonnette dans le quartier. On testait les limites comme beaucoup d'ados. Mais tout n'était pas si simple. Un jour d'hiver, un garçon de notre groupe d'amis m'a violemment giflé pour me saluer. Je lui rends le geste et la tension monte en flèche. Première bagarre dans la cour, stoppée par les surveillants. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, alors que je descendis du bus, il m'attendait derrière les bâtiments. Le fameux groupe d'amis, prêt à me sauter dessus pour une deuxième manche. Là, dans l'instinct, la peur ou la rage, j'ai plaqué ce fameux garçon qui m'avait giflé contre le mur avec une telle violence que son arcade s'est ouverte. Je me souviens encore de mon état de choc. Je ne savais pas de quoi j'étais capable. Quand je suis rentré au MAF, c'est Jehan, l'un des éducateurs, qui m'a expliqué que si l'impact avait été mal placé, un caillou de sang aurait pu se former et ce garçon aurait pu avoir des séquelles. Cette scène m'a marqué à vie. Pas parce que j'ai gagné une bagarre, mais plus parce que je réalise que la violence, ça peut venir et surgir, pardon, excusez-moi, sans prévenir. Même chez les enfants, les ados, etc. Et surtout à quel point les amitiés aussi peuvent se briser pour rien, ou cacher quelque chose de bien plus sombre. Mais malgré ça, la vie au MAF avait son lot de lumière. Le soir, après le dîner, on allait jouer dans le jardin. Foot, cache-cache, basket. D'autres soirs, on regardait des films dans le salon, affalés sur le canapé. C'était parfois le bordel, mais c'était notre bordel. Et puis, il y avait ces moments suspendus, les vacances. Les vacances, c'est comme un privilège inestimable. Pourquoi? Parce que je trouve que au foyer, on a énormément de chances de avoir 3 types de vacances. Je vais vous expliquer, hein. Parce que je pense que même certains enfants en famille n'ont jamais eu la chance d'aller en vacances ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous,
les enfants placés. En tout cas, dans cette structure, on avait la chance de aller avec les éducateurs en Vendée, dans les Vosges, à Lille ou à La Rochelle, Périac-sur-Mer par exemple. Et mon préféré, à Méribel, dans les montagnes. Le plus beau, c'était vraiment Méribel. Surtout par contre, excusez-moi, la nature a été incroyable. Vraiment à Méribel, c'est... Je parle beaucoup de Méribel parce que j'ai vraiment aimé ce séjour-là avec les éducateurs. Et les montagnes, les randos, la nature était super belle. Donc voilà. Ça, c'est la première façon d'aller en vacances. Puis il y a la deuxième, c'est des familles d'accueil qui sont partenaires avec le foyer. Il y avait une famille à Normandie. Malheureusement, elle était violente. Du coup, on a arrêté d'y aller chez elle. Et surtout au Mans, dans une famille qui m'a adopté de cœur, on va dire. Là-bas, j'ai aimé une vieille dame. En gros, c'était un peu notre mamie. Mais malheureusement, elle est partie au ciel pendant ma troisième, mon troisième séjour avec eux. Et j'ai un peu perdu un repère parce que chaque été, j'allais un peu chez eux. Et c'était un peu comme mon papy et ma mamie. Et puis, il y a la troisième façon d'aller en vacances, la plus chère, je trouve, c'est les colonies de vacances que notre foyer paye. Donc, c'est une chance inestimable, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis allé à Die, dans le sud, ou même à Courchevel pour faire du ski. Là-bas, j'étais juste un adolescent parmi d'autres, pas un placé, parce qu'il y avait énormément d'enfants qui venaient du foyer, de familles d'accueil, ou en fait, c'était rare qu'il y avait des enfants qui venaient directement de la famille. Mais la vie ne s'arrêtait pas que aux vacances. J'ai grandi, j'ai changé d'étage et j'ai changé de monde aussi, car je suis rentré au lycée. Je venais des MAF, d'un lieu où tout le monde me connaissait, où j'avais mes repères, et d'un coup, je me retrouve projeté dans le lycée Camille Claudel, dans un environnement où je n'avais plus aucune armure. Alors qu'au MAF, je gardais la face, j'avais mes amis, mes éducateurs, mes habitudes, mais dès que je franchis les grilles du lycée, je redevenais invisible. Pas de bande, pas de regard, pas de repère. J'étais le seul garçon dans une classe remplie de filles. Et sans qu'on me le dise, j'ai senti que je n'avais pas ma place. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux, remettre mon masque. Un masque de concentration, un masque de neutralité, un masque pour ne pas faire de vagues, pour ne pas trop exister. Je mangeais seul, je marchais seul, je rentrais seul. Mes pensées, elles, hurlaient en silence. Le soir, je retrouvais le foyer. Mais même là, le masque restait vissé à mon visage. Je souriais, je participais, mais intérieurement, je me sentais comme un fantôme parmi les vivants. Et pourtant, dans ce désert affectif, une étincelle est née. Ma chef de service, celle qui me connaissait depuis mon arrivée au foyer, a voulu m'offrir un point d'ancrage, en dehors de l'institution. Une figure de soutien, une ressource, parce que tout le monde autour de moi avait quelqu'un, un parent, un frère, une sœur, ou un beau-père ou une cousine. Moi, j'avais personne. Alors, elle a contacté une association qui se nomme Parrain pour 1000. Et quelques semaines plus tard, on m'annonce qu'on m'a trouvé une marraine. Parce que oui, le concept en fait de l'association, c'est de trouver des marraines ou des parrains pour des personnes qui n'ont aucune ressource en dehors du foyer, etc. Et je la rencontre pour la première fois au foyer. Et là, c'est la première fois qu'un adulte extérieur me regardait avec sincérité, avec curiosité, sans obligation. Rien qu'elle et moi. Pas de dossier, pas de placement, pas de problème à résoudre. Juste de l'intérêt humain. Elle était classe, souriante, pleine d'énergie. On rit dès le début. On prévoit des sorties ensemble, le cinéma, des expositions, du shopping, même des musées. Elle me faisait visiter son appartement, un lieu chaleureux à son image. On fait des projets, comme aller en Bretagne, rencontrer sa famille. Elle voulait vraiment tout connaître de moi. Et sans même s'en rendre compte, elle m'a sorti de l'ombre plus d'une fois. Pendant 2 ans, de la fin de seconde au début de la terminale au lycée, elle est devenue ce point d'équilibre un peu discret dans mon chaos quotidien.
Et cela m'a vraiment aidé, je pense, à tenir le coup au lycée. Même si au lycée, c'était toujours la descente, même si ma formation ne me parlait plus, même si j'étais présent physiquement mais absent émotionnellement, il y avait elle. C'était un pilier silencieux. Un lien qui m'a rappelé que j'existais aux yeux de quelqu'un, juste pour ce que j'étais. Et ça, à cette époque-là, c'était immense pour moi. Mais parfois, c'est pas toi qui change les choses. Parfois, c'est le monde entier qui s'arrête. 17 avril 2020, confinement. Du jour au lendemain, plus de lycée, plus de couloirs à traverser, plus de regards qui te traversent sans te voir. Et surtout, plus besoin de faire semblant. J'avais plus besoin de me lever à 6 heures du matin, plus besoin de prendre ce bus où je me faisais appeler ça l'Indien, où certains ricanaient en disant pacat, etc., etc. Plus besoin de marcher seul, manger seul, exister dans une classe où j'étais juste un corps en trop. Le confinement, c'est peut-être la première fois depuis longtemps où je me suis senti moins vide. Parce que j'étais au MAF, dans mon foyer, parce que j'étais entouré de ceux qui me connaissaient vraiment, parce que les éducateurs, les jeunes, eux, ils savaient lire au-delà du masque. Notre quotidien était simple. Devoir le matin jusqu'à midi, repas ensemble, puis l'après-midi, on était libre. Jusqu'au dîner et le soir, une veillée, un film ou des jeux. Puis on recommençait le lendemain. C'était pas une vie de rêve, mais c'était une pause dans ce monde qui allait beaucoup trop vite pour moi. Un moment hors du temps, où j'ai pu respirer un peu. Mais j'ai fini par comprendre, ce genre de paix, quand on grandit dans le chaos, c'est souvent le calme avant une autre tempête. À l'époque, j'étais bien, pas forcément heureux, mais stable. Pas forcément libre, mais entouré. Pas forcément guéri, mais j'étais debout. Et quand tu as passé ta vie à tomber, être debout déjà, c'est un luxe. Ce confinement, c'était comme une accalmie dans une mer enragée. Mais au fond de moi, je le savais, ça n'allait pas durer. Les vagues reviennent toujours. Et moi, j'étais loin d'avoir affronté les pires. Mais parfois, les silences font plus de bruit que les cris. Après le confinement, quand la vie a repris son rythme brutal, j'ai naturellement voulu reprendre contact avec elle, ma marraine. Celle qui, pendant 2 ans, avait occupé une place unique dans mon cœur. Je lui avais envoyé plusieurs messages à la rentrée de terminale, juste pour prendre de ses nouvelles. Mais rien, pas de réponse, pas de nouvelles. Au début, je me suis dit que c'était peut-être à cause de sa santé. Car oui, elle m'avait parlé, 1 an après notre première rencontre, d'un problème de dos assez sérieux. Alors j'ai attendu, j'ai espéré. Et puis en novembre 2020, elle m'écrit enfin. Un court message pour me dire qu'elle allait se faire opérer, qu'elle pensait à moi et qu'elle espérait que j'allais bien. Ce sera le dernier. Depuis ce jour, plus rien. J'ai tenté. Des messages pour lui souhaiter joyeux Noël, des appels pour avoir de ses nouvelles, un texto pour le nouvel an. Silence total. J'ai même contacté l'association, mais eux non plus n'avaient plus aucune nouvelle. Personne ne sait où elle est, ni ce qu'elle devient. Et c'est là que j'ai compris. Parfois, ce n'est pas parce que tu insistes que tu seras, entendu. Parfois, tu parles dans le vide, et plus tu t'accroches, plus tu saignes. Encore un abandon, malgré mes efforts, malgré ma fidélité. Et là, je fais une petite parenthèse. Euh, Ma marraine s'appelait Bérénice Brun. Elle travaillait chez Estée Lauder compagnie en France, comme assistante du président. Alors, si par hasard quelqu'un la connaît euh, ou l'a aperçue sur les réseaux, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais énormément reprendre contact avec elle, lui raconter tout ce qui s'est passé depuis des années, depuis notre dernier contact. Donc je lance un peu un appel, on va dire, de recherche. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà.
Pourquoi aussi je lance un appel, pardon, c'est parce que on ne devrait jamais disparaître de la vie d'un enfant ou d'un ado comme ça. Pas sans un mot, pas sans un au revoir. Un jour, tu lèves ta tête et tu comprends que tu n'es plus un enfant. Pas parce que tu te sens prêt, mais parce que le système te fait comprendre. C'est pas un anniversaire ni une fête, c'est juste un éducateur qui te dit c'est bientôt ton tour, tu vas changer de maison. On te parle d'autonomie, de cuisine, de linge, des réveils seuls, de liberté aussi, mais personne ne t'explique que cette liberté vient avec un nouveau poids, celui de te construire sans t'effondrer. Et moi, ce jour-là, on m'a dit, tu pars au SAI, à un autre lieu, une autre étape. Sans le savoir, j'étais déjà en train de prendre mon envol, pas forcément prêt à voler, mais plus question de rester au sol. Arc 5, l'envol. Parfois, partir ne veut pas dire fuir. Parfois, c'est juste apprendre à marcher seul, même en boitant. En octobre 2020, on m'annonce que je vais quitter les MAF. Prince également, aussi. Direction une autre maison du foyer, mais cette fois pour les jeunes majeurs. Une semi-autonomie, un dernier tremplin avant le vrai monde. Ce nouveau lieu s'appelait le SAI, Service d'aide à l'insertion. J'ai un nouveau chef de service, un homme sincère, engagé, qui croit en ses jeunes. Un vrai pilier, sans fioriture. Et arrivé là-bas, surprise, Jean-Pi est déjà sur place. Nos chemins se recroisent et notre trio se reforme. C'était comme retrouver un bout de moi que j'avais laissé derrière. À ce moment-là, je suis en terminale, au lycée Camille Claudel, où j'étais présent physiquement mais absent mentalement. La vie au SAI était plus libre. On faisait à manger, on gérait le ménage, on se levait seul pour les cours, un avant-goût de l'indépendance. Et puis il y avait les moments de légèreté. On avait deux télés, deux consoles, des parties de FIFA ou de Fortnite qui duraient jusqu'au bout de la nuit. Mais derrière cette semi-liberté, la pression montait, surtout pour moi, parce que mon mal-être, lui, n'était pas en semi-autonomie, il était complet. Les éducateurs me parlaient souvent de mon avenir, du bac, de la suite, mais j'étais toujours ailleurs. Je souriais, je répondais ça va, allez. Mais la vérité, c'est que je jouais encore avec mes masques. Toujours ce masque de contrôle, d'assurance. Alors qu'en dedans, ça s'effondrait doucement. Fin juillet 2021. Un appel qui a tout réveillé. Je suis à quelques jours du bac. Le stress monte, mais je tiens bon. Et puis, un message. Un appel, une image. Le 27 juin 2021, je reprends contact avec ma mère biologique et mon frère. Je ne m'attendais pas à ce que ce moment bouleverse autant de choses. Parce que, à travers cet appel, des souvenirs longtemps enfuis sont revenus. Des souvenirs sales, dérangeants et douloureux. Je revois cette personne, sa violence et son silence imposé. Mais surtout, je me rappelle de ces souvenirs dont je vous parle sans cesse car j'ai appris plus tard que mon cerveau m'avait protégé avec un trouble du stress post-traumatique. Mais là, tout remonte. Tout. Je me souviens de ce geste quand cette personne a pris mes mains et qu'elle s'est masturbée avec. Et moi, tout ce que je voulais, c'était aller jouer sur l'ordinateur. Mais cette personne me disait « Non, avant, tu vas me masser. » Je me souviens du regard vide, de la peur figée, de l'impossibilité de dire non. Et je me souviens de moi, plus jeune, renfermant cette mémoire comme une tombe sans jamais l'ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, une nouvelle douleur est née, mais aussi une première libération. Parce qu'en me souvenant, je me rends compte que je n'ai jamais été fou, que ce poids en moi avait un nom, une forme, une histoire. Quelques semaines plus tard, j'obtiens mon bac. Mais j'ai plus que mon diplôme. J'ai retrouvé un morceau de ma vérité. Mais la suite, c'était le néant. Avec François, on avait trouvé une école de graphisme en alternance, à Bagnolet. Mais pas d'entreprise. Un jour, je suis allé à une journée spéciale pour décrocher un contrat avec des entreprises. Mais j'ai fait, on va dire,
sorte de crise d'angoisse et j'ai paniqué. Les regards des autres, la peur de l'échec, etc., tout est remonté et je n'ai même pas franchi les portes de l'établissement que je suis rentré direct au foyer avec un mensonge en disant l'école n'avait plus de place et j'ai été recalé de l'entretien. Et, enfin, heureusement ou malheureusement, les éducateurs ils m'ont cru, ils n'ont pas essayé d'aller voir plus loin, etc. Donc j'étais un peu satisfait ou je sais pas. En fait, je m'en voulais aussi un peu de les avoir menti, mais d'avoir menti, mais je pouvais pas leur dire que je commençais à faire des crises d'angoisse, quoi, et que la peur du regard des gens, etc., me pesait. Parce que à ce moment-là, comme je vous ai expliqué dans mon histoire, personne ne savait en fait que j'allais mal. Parce que toujours je portais un masque qui disait ça va aller, ça va aller, ça allait. Et une fois de plus, j'avais avancé masqué. En août, je pars en vacances chez une famille que j'avais rencontrée lors d'un séjour à Piriac-sur-Mer en 2015 avec le foyer. C'était doux, calme. Je fête mes 18 ans là-bas. Mais en septembre 2021, plus aucune nouvelle d'eux. Silence, disparition. Encore une fois. J'avais cru à une relation durable. Encore une fois, elle s'est évaporée. Une nouvelle vie, un nouvel effort. Fin 2021, je commence à rebondir. Le foyer me trouve un appartement à Pontoise, un logement que l'État prêtait temporairement à l'ASE, Aide sociale l'enfance. En parallèle, je décroche un job au KFC de Sartrouville. C'était la débrouille, mais ça me rendait fier. Je gagnais mon propre argent. J'apprenais l'autonomie à coups de nuits tardives, de fermeture, de RER. Mais en février 2022, tout change à nouveau. L'État récupère l'appartement pour le confier à une autre association plus en difficulté. Je dois redéménager, du coup, je retourne à Erani dans un nouveau logement du SAI, Service Aide Insertion, qui est collé au MAF. Du coup, c'est un appartement qui est relié au SAI, mais qui est à côté des MAF. Voilà, il faut un peu essayer de visualiser les choses. Juste à côté du lieu où en fait j'ai grandi. Et chaque jour, en rentrant du boulot, je croise des visages familiers. Des éducateurs, des repères, des souvenirs, alors je m'arrête, je passe faire coucou. Et la nostalgie me saisit, doucement mais sûrement. Ce retour aux sources réveille aussi autre chose, un besoin de vérité, un besoin de justice. Avec la force des professionnels qui m'entourent, je prends une décision importante. Je vais porter plainte pour ce que j'ai subi et ce qui m'a détruit. Mais l'accueil que je reçois est glacial. Les policiers me regardent avec perplexité, sans la moindre once de compassion. Pas un mot rassurant, pas un geste de soutien. Et cette question, comme une gifle, pourquoi porter plainte maintenant? Comme si ma douleur avait une date limite, comme si mon silence invalidait les faits. Je voulais hurler, je voulais les insulter, mais j'ai respiré et j'ai tenu bon. Ce que ces policiers ignoraient, c'est que je voyais un psychiatre spécialisé dans la violence sexuelle à l'hôpital de Pontoise. Et que c'est lui qui m'avait expliqué ce que je vivais depuis des années. C'était un trouble de stress post-traumatique. Un blocage, un effondrement intérieur qui, enfin, avait commencé à s'ouvrir. Ce jour-là, j'ai déposé ma plainte. Même si je n'étais pas cru, moi, je me suis cru. Et ça, c'est déjà une victoire. J'avais déjà parlé aux deux éducateurs avant même le déménagement à Pontoise, mais là, je pose un acte. Je dis enfin non. Je dis enfin assez. Et pendant ce temps, je continue à bosser, mais les horaires m'usent petit à petit. Je termine à 23h30, je rentre, je mange et je cogite souvent. Parfois, je faisais même des crises d'angoisse sous la douche. C'était des petites crises d'angoisse sous la douche. Parfois, j'avais des insomnies aussi également. Et la tête vide, un cœur saturé. En juillet 2022, je finis par démissionner de KFC. À ce moment-là, je tombe sur des vidéos de pâtisserie. Les gestes, les textures, la précision, c'est artistique et vivant. Je me suis dit, et si c'était moi?
Et si c'était ça aussi ma voie? François me parle alors de Ferrandi Paris, une école prestigieuse. Je postule en juillet et j'ai un entretien en août. Puis, je suis accepté pour la rentrée 2022. J'ai fêté mes 19 ans avec le foyer et juste avant la rentrée, je décroche un contrat d'apprentissage à Auchan. Je commence en septembre et jusqu'ici, tout allait bien, on va dire. L'alternance me plaît au début. Je suis bien payé pour un apprenti, mais très vite, on m'écarte du labo de pâtisserie. Je suis en vente, en mise en rayon, en emballage viennoiserie. Du coup, je me plains à l'école, mais rien ne change. Mon mal-être aussi grandit à côté. En janvier 2023, je vais chez le médecin et on me diagnostique dépressif. Coup de massue. J'ai commencé avec de la paroxétine à faible dose, mais rien ne s'améliore. J'alterne entre arrêt maladie, retour au foyer, retour au travail, pardon, rechute, arrêt maladie, retour au travail, puis Mon chef de service tombe sur ses antidépresseurs lors d'une visite surprise dans l'appartement. parce qu'il venait de temps en temps pour savoir si tout se passait bien, etc. Je baisse ma garde et je reconnais. Il essaie de m'aider, mais j'ai du mal à coopérer. Ce qui me tenait encore debout, cette partie peut vous paraître un peu, peut-être ça va pas vous parler à tout le monde, mais en gros, chacun trouve quelque chose dans laquelle il se voit ou... Enfin oui, c'est ça, complètement. Donc moi, ce qui me tenait encore debout, de novembre 2022 à mai 2023, c'était un jeu. C'était un jeu vidéo. Dark Souls 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio qui s'appelle From Software qui ont créé Dark Souls 3. Et je venais juste de acheter ma PS5 avec mon salaire et mon premier salaire, je crois. Et dans ce monde sombre, immense, sans pitié, bah, je me retrouvais. Parce que c'était un jeu un peu difficile, euh, avec une histoire très complexe, etc. Mais l'héros principal, il est seul face à un monde immense et des monstres qui font 4 5 fois sa taille. Chaque victoire, chaque feu de camp allumé me donnait une petite raison de continuer. Je frissonnais, chaque matin, je tenais bon, juste pour y retourner. Dark Souls m'a parlé quand personne d'autre ne le faisait. Et puis, début 2023, Kervin vient habiter dans l'appartement qui appartient au SAI. Et ça m'a un peu sauvé aussi également. Pas totalement, mais ça m'a reconnecté au monde. On criait dans la chambre comme des fous. On allait courir à 1 h du matin sur un coup de tête. On jouait à la play souvent. On rigolait pour rien du tout. On faisait du sport à minuit. On respirait à deux. J'étais plus vraiment seul. Et pour un temps, j'avais un miroir. Un frère, un souffle de vie. Avec Kervin, on avait nos délires. Mais on avait aussi nos insomnies. Tard dans la nuit, souvent allongés dans le noir ou assis au bord du lit, on parlait du passé, du présent, mais surtout du futur. Kervin me disait qu'il en avait un peu marre de tout ça, de cette vie qui tourne un peu en rond, et il se faisait un peu chier. En gros, il se sentait bloqué en fait. Et en plus de ça, il venait de vivre une rupture amoureuse, donc je vous explique pas comment il était un peu... Bah, il ruminait énormément quoi. Il voulait changer d'air, changer de vie, mais il savait pas comment. Et ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai parlé comme si j'avais 30 ans. Je lui ai dit, mec, barre-toi d'ici, va loin, recommence tout. Et il m'a regardé en rigolant. Il m'a dit, tu veux que j'aille où? J'ai mes parents dans le Val d'Oise, j'ai même pas encore fini mes études. Et là, je lui ai lancé une phrase qui allait lui rester. T'as des gens vers La Rochelle, non? Bah vas-y, t'as rien à perdre à part kiffer. Je ne le savais pas encore, mais à ce moment-là, j'ai planté une graine. Une idée qui allait grandir très vite. Quelques semaines plus tard, Kervin revient vers moi, les yeux brillants, le cœur lancé. Mec, t'avais raison, je me casse. Je pars dans le sud, colloque avec un pote, et je vais faire une formation de barman. Il avait un projet, un cap, une direction. Et fin juillet, c'est lui qui me quitte, pour vivre ce qu'il appelle sa vraie vie. Mais tout ça, c'était juste avant une nouvelle rencontre. Et cette rencontre-là allait
tout bouleversé. On croit toujours que le cœur brisé devient froid, qu'après tant de blessures, on n'est plus capable d'aimer, plus capable de se livrer, qu'on finit par se renfermer à double tour. Mais parfois, dans les silences les plus lourds, dans les instants les plus simples, quelqu'un entre sans forcer, sans bruit et doucement. Il réveille ce qu'on croyait mort, il rallume une lumière qu'on pensait éteinte. Mais c'est fou comme le cœur peut être en miettes et pourtant recommencer à battre pour quelqu'un d'autre. Arc 6. Le soleil derrière ses yeux. Tout a commencé sur les réseaux, comme souvent aujourd'hui. Je me souviens de ses stories, de ses photos et de son univers calme. Quelque chose m'a parlé. Elle avait ce regard doux, un mélange de mélancolie et de lumière. Je l'ai ajouté pour lui demander de faire de la pub parce qu'avant, on faisait des vidéos sur les mangas, etc. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire de la pub sans trop y croire et elle m'a répondu. Et elle m'a fait de la pub et on a continué à parler jusqu'à que je me rende compte qu'en fait elle était dans le même lycée que moi. Et ce qui m'a marqué, ce n'est pas la première réponse qu'elle m'a dit au niveau de la pub sur Instagram. C'est, je sais pas, il y avait une sorte de connexion entre elle et moi. Du coup, j'ai toujours gardé contact avec elle. Malgré le silence, malgré le temps, j'ai jamais lâché l'idée de lui parler. J'ai insisté gentiment, parfois maladroitement, mais j'étais convaincu. Il y avait quelque chose à vivre avec elle. Et après des mois de messages espacés, des likes timides, un jour elle m'a répondu. Et c'est là que tout a commencé. On parlait énormément, et après on a arrêté de parler, on reparlait beaucoup, on a arrêté de parler, etc. Mais c'est en mai 2023, la première rencontre. Quand je l'ai vue pour la première fois, en vrai, j'ai su. C'était elle. Tout chez elle m'apaisait. Sa voix, sa pudeur, son énergie discrète. J'étais encore très fragile. Mon année 2023 était un chaos silencieux. Mais elle m'a accueilli comme si j'avais toujours eu une place dans sa vie. Petit à petit, je suis allé chez elle. Et là, un autre miracle s'est produit. Sa famille. Ils m'ont ouvert leurs portes comme si j'étais le leur. Je ne venais pas plus seulement pour elle, mais pour ce concon que j'avais toujours recherché. L'été 2023 a été un des plus beaux de ma vie. J'ai passé plus de temps avec elle que dans le foyer. Je me sentais protégé et libre. J'avais enfin un endroit où j'étais aimé sans condition, où je pouvais dormir sans angoisse, rire sans peur. En août, elle est partie en vacances avec sa famille. Mais surtout, elle était loin de moi. C'est là que j'ai compris à quel point on était liés. À la rentrée, je devais encore aller à l'école. Mais j'étais en arrêt, toujours fragile, toujours perdu. Je cherchais un appartement, car la fin de ma prise en charge approchait. Et malgré la pression, je me sentais vivant, parce que j'avais elle et sa famille. En septembre, je trouve un appartement à Taverny. Avec l'argent que j'ai mis de côté, je m'offre de beaux meubles. Je veux créer un vrai chez moi, un espace qui me ressemble. Et puis, sa famille m'ont aidé à monter tous les meubles, etc. dans mon appartement. Et je ressens de la gratitude, comme jamais envers eux. Puis arrive son anniversaire. Ce jour-là, je reçois enfin mon canapé. David et Prince me filent un coup de main pour le monter au troisième étage. Tout était minuté, pardon. On avait même pris de l'avance. Mais au moment de partir, comme par hasard, une voiture bloque la sortie du parking. Elle ne démarre plus. Et David sort avec ses câbles pour aider. Il sort les câbles pour dépanner. Et du coup, on perd du temps. Beaucoup de temps. Résultat des courses, j'arrive au restaurant en dernier. Tous les regards sur moi. Et là, sa mère amie me lâche un regard, visiblement agacée par mon retard. Je me prends une remarque sèche, comme si j'avais fait exprès. Mais au fond, je n'en veux à personne. Ce soir-là, je me rends compte à quel point, en fait, euh, c'est pas que je me sens de trop, mais à quel point, en fait, je suis très maladroit. Et je veux aussi plus être un poids pour elle,
et ni pour sa famille en fait. Parce que mon mal-être commençait à grandir de petit à petit. Et du coup, je disais, je veux qu'il respire, qu'il n'ait plus à porter mon mal-être. Et dans ma tête, doucement mais sûrement, une décision commence à germer. On décide de s'installer ensemble dans mon appartement. On pense que ce sera le début de notre vie à deux. Mais quelques jours après, tout s'effondre. Elle se sent pas très bien. Elle se sent étrangère chez moi. Sa famille lui manque. Elle panique. Dans le lit, on n'arrive même plus à se parler. C'est là que moi aussi, je craque et je fais une crise comme jamais auparavant. Je pleure, je panique et pour la première fois, je lui raconte tout. Mon passé, le foyer, les abus, la solitude. Elle est choquée, bouleversée, mais surtout déçue de ne pas l'avoir su avant. Elle me dit, quand est-ce que tu comptais me dire tout ça? Et cette nuit-là, je finis aux urgences. Après mon passage aux urgences, tout devient plus lourd. On reste ensemble, mais quelque chose s'est fissuré. Pendant tout le mois de novembre, on parle d'hospitalisation. Moi, je suis ni pour, ni contre. Je suis juste fatigué. Mais au fond, j'espérais toujours qu'elle me suffirait à me soigner. On va dire que cette relation avec elle me suffira. Je sais pas comment on dit, je suis désolé. En décembre, une clinique m'appelle. Une place vient de se libérer. Mais je veux attendre que les fêtes passent. Parce que j'aimerais passer Noël, le Nouvel An avec elle et sa famille. Parce que ça ressemble plus à une famille, à une vraie famille en fait. Parce que j'ai jamais vraiment connu ça aussi. Donc je tiens absolument à être hospitalisé après les fêtes. Et parce que je sens que ça peut être les derniers moments heureux. Début janvier, je fais ma valise, je pars en hospitalisation dans une clinique psychiatrique. Mais rapidement, ça tourne mal. Je ne m'entends pas du tout avec le psychiatre et sa façon de faire. On s'embrouille plusieurs fois. Je sens qu'il ne m'écoute pas, qu'il me juge. J'ai l'impression d'être en prison. Donc, arrivé le 31 janvier 2024, presque un mois du coup, je signe une décharge contre avis médical, puis je pars. Libre mais brisé. Dehors, c'est pas vraiment mieux. Quand je sors, je vais légèrement mieux. Je la retrouve. On essaie de reprendre un rythme plus doux. Elle a trouvé un travail. On rit, on se retrouve, on se reconstruit, mais pas au même rythme. Elle change, elle s'ouvre, elle devient plus dynamique. Elle veut sortir, bouger, vivre. Moi, je reste enfermé, fatigué et replié. Peu à peu, elle commence à me les reprocher. Tu ne fais jamais d'efforts. Pourquoi tu restes toujours à la maison? Tu n'es jamais content. Tu te plains tout le temps. Et elle n'avait pas tort. Mais je ne sais plus comment sortir de moi-même. Je ne suis pas du tout fier de cette partie, euh, car je ne suis pas réellement comme ça. Et j'ai agi vraiment comme un teubé. Donc voilà, je tenais juste à dire ça avant de continuer. C'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire à quel point en fait on peut être amoureux de quelqu'un, mais quand même lui faire du mal sans s'en rendre compte en fait. Je l'aimais, mais j'avais des manières bizarres de le montrer. Je la taquinais tout le temps, sur son double menton, sur son apparence. Au début, elle riait avec moi, mais avec le temps, ça l'a blessée. Et moi, je ne savais pas m'arrêter. Je pensais que l'amour, c'était ça aussi. Des blagues, des jeux, des pics, mais je confondais l'amour et la maladresse. Je lui disais même des trucs très ridicules à pas dire. Petite enfin, un disclaimer, pas du tout. Je suis pas du tout fier, les gars. Et c'est pas des choses à dire à sa copine ou même à ses amis, etc. Donc, je suis pas du tout fier, hein. Et ce que je vais vous lire là, j'ai honte. En gros, je lui disais des choses comme viens, on essaie de faire un plan A3. En vrai, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de coucher avec une autre. Ta cousine est très belle. C'était des blagues, rien que des blagues au début. C'était vraiment. Moi, j'étais parti dans un élan de. Vraiment, c'était que des blagues. Vraiment, je ne pensais pas du tout, je vous jure. Euh, mais elles ont creusé un trou dans son cœur. Et je ne le voyais pas. Juin 2024, on fête nos 1 an.
on va la tête dans les nuages, puis au musée Grévin. Mais même ce jour-là, je suis con. Voilà, faut le dire. Je me perds. Elle me propose une idée, je m'emporte bêtement, je lui crie dessus même pour une chose ridicule. Je me souviens même plus, hein, c'était pourquoi qu'on s'est embrouillé. Enfin, que je me suis embrouillé tout seul en vrai. Elle, elle était toujours calme. Et je me souviens même plus des mots. Mais je me souviens aussi de son visage. Je me reprends du coup après et on passe quand même une belle journée, malgré tout. Mais une chose, j'ai oublié de m'excuser. Et ça, c'était peut-être ça le vrai problème en fait. Je blessais et je passais à autre chose comme si de rien n'était. Alors que je devais, m- je devais m'excuser un minimum en fait. Et c'est vrai que je le faisais pas. Donc petit à petit, au bout d'un moment, forcément, elle en aura marre. Peu après, je dors. Enfin, je dors toujours chez eux. Et un soir, je dors dans la même pièce que sa cousine. Rien de bizarre, hein. Mais en plaisantant, je lui dis que franchement, si ta cousine me propose un truc, je dirais pas non. Des choses comme ça. Encore une blague idiote. Mais cette fois, c'était celle de trop. Elle doute, elle appelle sa cousine, elle me confronte à elle et elle perd confiance en moi. Et là, je la pousse à bout. Je sais pas pourquoi j'étais un peu énervé contre moi-même. Et je lui dis la fameuse phrase, si t'es pas contente, tu n'as qu'à me quitter. Et c'est ce qu'elle a fait. Vous me direz, voilà, la raison, etc. Mais je vous jure, tout ça n'était pas prévu. Enfin, je voulais pas nuisible, être nuisible ou toxique. Parce que oui, je trouve que c'est toxique de faire ce genre de choses. Surtout la fameuse phrase, t'es pas contente, t'as qu'à me quitter. Genre ça, c'est waouh. Je sais même pas pourquoi je l'ai dit. Et fin juin 2024, elle me quitte. Malheureusement, je m'écroule. Je perds tout, elle et le travail. Parce que du coup, j'étais incapable d'aller au travail et ils m'ont viré. Je perds le goût des jours. Je tombe dans une spirale et je refuse d'accepter cette rupture en fait. Malheureusement, je ne voyais pas de cette façon, mais en gros, je l'ai harcelée de messages en la suppliant que je m'excusais, etc. Mais plus je lui écris, plus elle se referme. En juillet 2024, elle me bloque de partout. Je vais jusqu'à passer par ses proches, la retrouver sur les réseaux, et j'essaie de forcer un peu le destin, de provoquer une dernière chance. Mais tout ça, c'était de l'acharnement, pas de l'amour. En septembre 2024, je vais à un vide-grenier. Je la vois proche d'un garçon. Je panique. Je me dis qu'elle m'a déjà remplacé. Je perds le contrôle et je tente une dernière fois de faire passer un message via ce mec-là. Et parenthèse encore une fois, je vous jure que après l'avoir rencontré sur TikTok, on m'a proposé son profil comme suggestion. Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai reconnu du coup son visage sur la suggestion. Et je vous jure que je n'ai pas cherché, je suis pas un taré à... Enfin, je sais même pas comment on fait pour retrouver les gens sur les réseaux. Et du coup, bah lui, il est parti tout raconter, quoi. Et là, elle craque. Ses parents viennent me parler et ils me disent clairement que là, Wilson, elles se sont harcelées et il faut que tu la laisses tranquille. C'est là que j'ai vraiment compris que c'était fini et je l'avais perdu pour de bon, à cause de moi. En août, On part en vacances avec sa famille. puis on fête mon anniversaire en été. J'ai sa famille qui m'a offert un cadeau, Elden Ring, qui va devenir un de mes jeux préférés. Puis j'ai des sourires, des rires, mais sans elle, tout sonne creux. En septembre, je commence un travail d'insertion en jardinage, mais le vide est toujours là. Je continue de voir un psychiatre. On cherche une autre clinique et en même temps, l'ASE, du coup, aide sociale à l'enfance, me met en contact avec la Croix-Rouge parce que j'arrive presque à la fin de mon contrat avec eux. Et en octobre 2024, je suis hospitalisé à Orgemont, à Argenteuil. Et là, je ferme les yeux et je laisse la lumière s'éteindre, on va dire. L'amour parfois ne suffit pas à guérir, mais il laisse des traces indélébiles. Comme un soleil qu'on regarde trop longtemps
et qui continue de brûler même quand on ferme les yeux. Après elle, plus rien n'avait de sens. J'étais vide, épuisé. Alors j'ai accepté une nouvelle hospitalisation à la clinique d'Orgemont. Je pensais m'y reposer, mais j'y ai surtout croisé d'autres âmes cassées, des visages, des histoires et des illusions. C'est là que débute un chapitre étrange de ma vie, fait de faux espoirs, de relations éphémères, de rechutes silencieuses. Bienvenue dans Reflets brisés. Quand je suis rentré à la clinique d'Orgemont, fin octobre 2024, je pensais me reposer, me vider, me réparer. Mais on ne se répare pas dans une chambre blanche, on se dilue. Dès les premiers jours, j'ai senti un mélange étrange, un vide familier et une chaleur inattendue. Les personnes autour de moi semblaient porter des blessures visibles ou cachées. Et je me retrouvais quelque part entre les deux. Je m'attendais à de la solitude, mais à la place, j'ai croisé des visages brisés, comme le mien, des jeunes surtout. Parmi eux, il y avait une fille. Elle aussi cherchait un abri, un échappatoire. On commençait à se rapprocher. Elle m'écoutait, je la faisais rire. Je me suis rapproché à elle comme une branche fragile dans un torrent. Mais cette branche, elle était déjà en train de se fissurer. On s'est mis ensemble très rapidement, un peu trop même rapidement. C'était beau, quelques jours, mais elle était instable, et moi encore plus. Et un jour, elle a voulu se faire du mal dans la clinique, et un autre jour, elle m'a dit qu'elle voulait tout arrêter. Puis, quelques temps plus tard, je découvre qu'elle se met en couple avec un garçon qui venait la voir, qui venait lui rendre visite pendant que j'étais en couple avec elle. Donc, je l'ai eu un peu mal. J'ai eu très mal. Mais j'ai rien montré. Je suis resté dans ma chambre des journées entières, sans parler, sans me plaindre. Allongé, absent. Comme si j'avais disparu. Encore une fois, je m'étais laissé croire à un amour et ce n'était qu'un mirage. Après cette fille, il y avait une autre fille. Un autre lien qui s'est créé au fil des discussions, des silences partagés, des regards qui cherchent de la tendresse. Mais là aussi, je sentais que je me projetais dans un vide. Elle m'écoutait, parfois me touchait l'épaule quand je lui parlais de moi, mais son cœur n'était pas là. Moi, j'espérais, elle passait. Je commençais à comprendre que dans ce genre de lieu, on s'attache non pas aux personnes, mais à ce qu'on projette sur elles. Et puis un jour, Mon frère est venu me rendre visite, accompagné d'un membre de ma famille. j'ai le regard de eux, debout, libres et entiers, et moi assis en pyjama, les yeux fermés. Je me sentais petit, inutile, honteux même. Mais dans leur regard, je sentais de la pitié. Durant mes nuits sans sommeil, j'ai commencé à faire des lives sur TikTok. Je parlais, je racontais, pas toujours clairement, mais logiquement, parce que j'avais un besoin de parler, de m'exprimer et de dire que je suis là, j'existe et je souffre. Et parfois, des inconnus m'envoyaient de la force, me comprenaient, et parfois même des inconnus me disaient merci de partager ça, ou je me reconnais en toi. Je voulais pas juste survivre, je voulais transformer ma douleur en une sorte de pont. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, vous voyez que je vous raconte complètement toute mon histoire détaillée, etc. C'est vraiment pour toucher un maximum de personnes. Début janvier 2025, je sors de la clinique. Pas guéri, mais un peu plus conscient. J'ai quitté la maison de celle que j'ai aimée, mon ex. J'ai récupéré toutes mes affaires, celles que j'avais laissées chez sa famille. Chaque objet, chaque sac, chaque carton, c'était un souvenir d'elle. Une pièce d'un puzzle que je devais reconstruire sans elle. J'ai repris la route vers mon appartement, celui que j'avais choisi avec fierté un an auparavant. Mais cette fois, j'y retournais seul. Et puis, rien n'avait la même couleur. Je pensais que la sortie d'hospitalisation serait une fin, une sorte de tunnel, une reprise en main, mais c'était juste une respiration entre deux apnées. En réalité, tout recommençait. Le silence, d'abord, puis les appels, les voix du passé, des proches que j'avais à peine connus, des membres de ma famille biologique, comme des fantômes qui remontaient à la surface.
Et dans ce tumulte, au milieu des souvenirs douloureux et des questions sans réponse, j'ai rencontré Yumi, petite boule de poils fragile qui, sans le savoir, allait devenir mon souffle, mon miroir, mon ancrage dans cette réalité bancale. Et pourtant, même les plus belles rencontres peuvent naître dans les saisons les plus sombres. Arc 8. Le cœur enterré sous l'arbre. Janvier et mars. Je suis revenu à mon appartement seul. Pas vide mais seul. Mes meubles, mes murs, mes souvenirs, tout me parlait d'elle. Tout me parlait d'avant. Et c'est là que les appels ont commencé. Des dizaines et des centaines. J'abuse pas. Des numéros inconnus. Des messages vocaux. Des noms que je n'avais pas entendus depuis l'enfance. Des membres de ma famille biologique du pays de l'Inde. Tout soudainement intéressé. Tout soudainement présent. Mais c'était trop tard. J'étais fatigué d'ouvrir des portes pour voir personne derrière. Je répondais parfois, poliment, mais des fois je laissais sonner. Je n'étais pas prêt. Pas prêt à revivre les blessures d'une famille qui m'a laissé me débrouiller seul depuis l'enfance. Le 15 avril 2025, je suis allé chercher Yumi à Villepinte. Une petite chatte aux yeux remplis de silence. Quand je l'ai vue, j'ai senti un truc au fond de moi se réveiller. Elle était minuscule, méfiante, mais belle. Et puis, il y avait moi. J'étais prêt à aimer de nouveau, on va dire. Prêt à protéger ce petit être comme j'aurais voulu l'être. À peine quelques jours après, je commence un nouveau boulot. Le 28 avril, j'intègre Burger King. Pas très loin de chez moi. L'ambiance est rythmée. L'équipe est pas toujours facile, mais j'avais besoin de ça, je suppose. Et une routine, un réveil, des horaires, quelque chose qui m'arrache du vide. Et pendant ce temps-là, l'enquête sur mon passé avance. Car oui, souvenez-vous, j'ai porté plainte en 2022. J'espère que vous suivez bien mon histoire. En mai 2025, La personne concernée par ma plainte est enfin entendue par la police, 3 ans après ma déposition. La personne qui m'a traumatisé est face à la justice. et moi, j'attends. Pas avec haine, mais ni avec vengeance. Juste avec l'envie que la vérité soit écrite quelque part. Qu'on me reconnaisse, une bonne fois pour toutes, comme victime. Le monde s'écroule encore une fois. Cette paix, cette fragilité et cette stabilité, elle a volé en éclats. Le 18 mai 2025, un dimanche, je commence à faire le ménage. Et ce qui était rare, hein, mais je m'efforçais de le faire plus souvent. Et j'ouvre la fenêtre car je passais la serpillière. Puis je me pose dans mon canapé sans aucun bruit, je vois pas Yumi et je stresse un peu, je commence à la chercher dans l'appartement. Et je finis par regarder par la fenêtre et je la vois 3 étages en dessous. J'étais paniqué, je descends, je la récupère, je la remonte et je touche un peu ses pattes, etc., son ventre pour voir si elle réagit, si elle a mal, etc. Et dans la soirée, du coup, j'appelle les urgences vétérinaires qui sont déplacées à domicile. Et le mec, enfin le professionnel, il me dit rien de grave, faut juste la surveiller cette nuit. Puis le 19, le lendemain, j'ai crié, j'ai pleuré, je l'ai tenue dans mes bras, comme si je pouvais encore lui redonner vie, parce que oui, Yumi était morte ce jour-là. Euh, et on m'a dit plus tard que c'était sûrement une hémorragie interne. Et avec elle, une part de moi est retombée dans le silence. Je l'ai enterrée au pied d'un grand arbre dans la forêt à côté de ma résidence. Je creusais à moi-même la terre. Je voulais qu'elle repose dans un endroit paisible, un endroit où je pourrais revenir, un endroit où déposer mon amour, ma culpabilité et mon chagrin. Et pourtant, le lendemain, la vie a remis une étincelle sur mon chemin. Une étoile nommée Nala, le 20 mai 2025. J'ai pas attendu. J'ai pas eu le temps de faire mon deuil que j'ai recueilli Nala. Pas pour remplacer Yumi, jamais, mais parce que j'avais encore besoin de donner l'amour à un petit être, on va dire, et parce que Nala, avec ses grands yeux et ses bons maladroits, a ramené un peu de chaleur là où il n'y avait plus rien. Cet arc, c'est celui d'un cœur enterré sous un arbre, pas celui de Yumi, mais le mien, quelque part
Là-bas, dans ces terres humides et froides, pleines de larmes invisibles, mais aussi c'est l'arc de la survie, on va dire. Des gestes simples qui t'empêchent de sombrer. Un bol de croquettes, une journée de travail, un appel ignoré et un regard félin. Je continue parce que je dois, parce que je le peux. Le temps a repris sa marche, mais à l'intérieur, tout semblait figé. Je continuais à vivre, à nourrir Nala, à me lever pour aller bosser, à répondre ça va, quand on me demandait si ça allait. Mais quelque chose s'est fissuré, pas seulement avec Yumi, Pas seulement avec la personne à qui j'avais donné tout mon amour. mais en moi, comme si ma voix, celle du petit garçon qu'on n'a jamais écouté, attendait enfin qu'on l'entende. Et c'est à ce moment-là que le silence a été convoqué à la barre. Pas le mien, pardon, ni celui des autres, celui des institutions, celui de la justice. Arc 9, le verdict du silence. Des mois d'attente, des mois d'angoisse. Depuis ma plainte déposée en 2022, j'attendais. Parfois avec espoir, parfois avec rage, mais surtout avec ce poids qui me rongeait de l'intérieur. Puis, début 2025, on m'informe que la personne concernée par la plainte allait être convoquée. Enfin, me dis-je, enfin la justice va m'écouter, enfin ce cauchemar aura une réponse. Mais très vite, la réalité m'éclate au visage. À peine la procédure relancée, Certains membres de ma famille m'ont mis la pression pour que j'abandonne ma démarche, dont mon frère et ma mère. on va régler ça entre nous, en famille. Voilà leurs mots. Et quand je refuse, parce que je veux juste être entendu, parce que je veux juste être cru, c'est là que le pire arrive. Ma mère me supplie, en pleurant, d'abandonner. Pas parce qu'elle croit que c'est vrai, mais parce qu'elle veut pas que ça soit vrai. Parce qu'aucun membre de ma famille ne me croit. Et là, je comprends. Je suis seul. Seul contre mon sang, seul contre l'histoire, seul contre les silences. Je ne l'ai pas lâché, même sans leur soutien, même sans leur appui. Je voulais savoir si l'enquête avançait. Alors j'ai écrit plusieurs fois au tribunal. Je ne vais pas vous lire les mails, mais je vais vous expliquer. Je leur ai dit bonjour, j'aimerais savoir. Enfin, j'ai porté plainte telle date, et j'aimerais savoir si ça avance. Et on me répond en me disant bonjour, vos renseignements sont insuffisants et il nous faut le lieu, le nom, la date, etc., les éventuelles personnes liées à l'affaire. Et je leur réponds que ça s'est passé Dans le 9-5, au commissariat, que j'ai porté plainte, c'est quand j'avais 7 8 ans. personne liée, une personne de ma famille et moi, aucun témoin. Et là, sans même attendre le courrier officiel, je reçois ce message sec. Bonjour monsieur, votre affaire a été classée sans suite. Vous allez recevoir à votre adresse l'avis de classement et une lettre de procureur. Et le 6 juin, je reçois la fameuse lettre. Classement sans suite de la procédure concernant la personne mise en cause. Monsieur, j'ai été rendu destinataire de la procédure pénale diligentée par le commissariat. Le dossier a fait l'objet d'une étude approfondie de ma part. À l'issue de faute de disposer d'éléments suffisants, j'ai le regret de vous informer que cette procédure sera classée sans suite. En effet, il n'existe aucun témoin direct des faits, ni éléments objectifs probants me permettant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de cette personne. En outre, la mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés. Logique, il ne va pas dire oui, j'ai fait ça. Ce classement ne signifie pas que vous n'avez pas été victime d'aucun fait, mais à l'état, les éléments recueillis ne permettent pas de justifier des poursuites. Contre cette décision pourra être revue si de nouveaux éléments venaient à être reportés dans les délais de prescription. Je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de ma considération. Je reste là, téléphone posé, courrier entre les mains, le cœur figé, le souffle court. Le verdict, figé sur le papier, me frappa, avec un hiver sans fin, laissant mes cicatrices seules face à un monde qui refusait de le voir. Car oui, la justice aujourd'hui veut des témoins. Des preuves, des cris qu'on peut enregistrer, des cicatrices qu'on peut photographier. C'est pas le classer sans suite qui me détruit, mais c'est ce que ça signifie en fait. Tu n'existes pas vraiment, ta douleur ne suffit pas.
Le silence de la justice, c'est une autre forme de violence pour moi parce qu'elle est sourde, froide et institutionnelle. Mais ce silence, je refuse de le porter seul. Je ne veux pas que ce chapitre se termine là. Je veux que ce que j'ai traversé serve à quelque chose, qu'il résonne chez d'autres personnes qui, comme moi, ont eu le courage de parler. Parce que même si la justice a fermé la porte, moi je continue à marcher. Et chaque mot, chaque partage, chaque vérité sortie de ma gorge est une pierre contre ce mur qu'on appelle l'oubli. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais une chose est sûre, je me croirai toujours, ou même si personne ne le fait. Après tout ça, j'ai arrêté de croire qu'on pouvait vraiment s'en sortir propre. La rupture. La mort de Yumi est le verdict de la justice qui m'a laissé seul face à mes démons. C'était comme affronter un boss des jeux Souls. Pas un petit, un de ceux qui te broie en 3 coups. Pendant que tu essaies juste de faire une roulade pour survivre 2 secondes de plus. Sauf que là, pas de vraie roulade, pas d'invincibilité temporaire, juste le vide, le bruit de l'échec et ton propre souffle qui s'accélère à chaque nouvelle claque. Il n'y a même pas de feu de camp pour souffler, pas de moment de répit, pas de zone sûre entre 2 cauchemars. Seulement un monde immense, tordu, sans pitié, où chaque pas te mène vers un paysage plus sombre que la précédente. Mais j'ai continué à marcher, parce qu'au fond, c'est tout ce qui me restait. Marcher, esquiver, encaisser. Et parfois entre 2 ténèbres, voir une lueur, même faible, même lointaine, en ce monde et ses épreuves, ses pièges, ses couloirs sans issue, c'est devenu mon asile. Un asile, pas pour guérir, mais juste pour respirer. Arc 10. Le monde comme asile. Depuis février 2025, tous les 15 jours, je vois la psychologue de la Croix-Rouge. On parle de mon passé, du foyer, de toutes ces personnes qui sont rentrées dans ma vie et puis sont sorties presque aussitôt. Des séquelles de mes ruptures, de mes failles et de mes médicaments, de ma dépression et toujours de ce mot qui revient comme une cloche dans ma tête, l'abandon. On parle aussi de cette année entre le 8 juin 2023 et le 8 juin 2024, la meilleure année de toute ma vie et en même temps la pire. J'ai vécu l'amour, la liberté, la reconstruction, puis j'ai tout perdu. Et tout s'est écroulé, un peu comme ces jeux Souls que j'aime tant. Mais là, la douleur n'était pas virtuelle. C'était mon quotidien. Je lui parle aussi de Yumi, ma petite lumière, et dont la manière elle est partie, et moi incapable de la sauver. Je me suis senti comme un incapable, encore une fois, même pas fichu de protéger un être vivant aussi fragile. Comme si j'étais une erreur de plus dans le chaos. Puis la justice, qui elle aussi m'a tourné le dos. Un dernier coup de massue, comme si au fond personne ne voulait croire mon histoire. Et tout ça, ça m'a ramené dans un état que je connaissais très bien, l'envie de disparaître, partir, fuir, s'éclipser, ne plus ressentir, éteindre la lumière. Le 13 juin 2025, je me mets en arrêt maladie. J'étais censé travailler, mais j'avais la tête sous l'eau. Encore. Le 21 juin, je vois mon psychiatre avec un éducateur de la Croix-Rouge. Je leur parle, ils m'écoutent et ce qu'il ressort de ce rendez-vous, c'est il faut envisager une nouvelle hospitalisation. Je refuse fermement, pas encore, pas maintenant, pas comme ça. Mais ils insistent. Alors on fixe un second rendez-vous, le 25 juin. Ce jour-là, je suis récupéré par le même éducateur, mais en plus de la psychologue de la Croix-Rouge. Je commence à sentir que quelque chose cloche, mais je me laisse faire. Confiance ou naïveté, je sais pas. On va au rendez-vous avec le psychiatre, même discours, même insistance. Je dis non, encore une fois. Et c'est là qu'il sort une feuille, un papier que je ne comprends pas encore, mais qui va tout changer. En sortant du rendez-vous, je comprends, on ne me ramène pas chez moi, mais on m'emmène aux urgences psychiatriques, soi-disant juste pour m'observer. Une fois là-bas, 1 heure et demie d'attente dans un décor qui glace le sang, des cris, des portes qui claquent, des gens qui tapent, qui délirent, qui pleurent. Je suis reçu par un psychiatre, il me dit je vais rester là en observation 24 heures ou voire 72 heures. Je tombe des nues, mais je n'ai plus le contrôle. On m'enferme dans une chambre d'isolement, froide, impersonnelle,
où même le temps semblait suspendu. J'y reste jusqu'à vendredi. Puis un autre psychiatre me propose un compromis. Tu passes une semaine à la clinique d'Argenteuil et je lève la contrainte. Parce que oui, la feuille qu'il a sorti mon psychiatre, c'était une hospitalisation sous contrainte. En fait, j'étais obligé, j'avais pas mon mot à dire. Du coup, je dis oui. Quand le nouveau psychiatre me dit qu'il va enlever ma contrainte si j'accepte de retourner dans une clinique à Argenton, du coup, parce que je connaissais bien. Je dis oui tout de suite, je connais cette clinique, c'est là que j'avais été soigné auparavant. J'ai fait confiance, mais là, dans l'après-midi, on me dit que non, je ne vais pas à la clinique d'Argenteuil, je suis transféré au service Green, un hôpital psychiatrique public. Moins de cris, oui, mais bien plus de détresse. Autour de moi, des vies au bout de souffle, des corps fatigués, des regards perdus. Et moi, assis là, à me demander qu'est-ce que je fous ici. Je cherche une issue, je lis mes droits, donc je tente plusieurs choses, parce que quand on est hospitalisé sous contrainte, on peut tenter de appeler la commission psychiatrique du Val d'Oise pour leur demander de réévaluer mon dossier. C'est un échec. Je demande à mes proches d'appeler pour moi, c'est un échec. J'attends la visite d'un juge. Malheureusement, tout est en règle et rien à faire. Dernière option, ils me font un certificat médical et je contacte mon médecin traitant. Elle me répond. Elle essaie, mais elle n'y peut rien, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'étais plus hospitalisé pour mon état psychique, mais pour des raisons médicales. Je m'explique. Ils veulent m'observer sous un nouveau traitement qui s'appelle la quetiapine à 300 mg, plus avec de la venlafaxine 225 mg et un zopiclone pour dormir 25 mg. Il leur faut une semaine de moi comme un cobaye. Une semaine d'observation où je me sens plus étudié qu'écouté. Et là, je touche le fond. Certains se font mal parler par d'autres. Je devais remettre mon téléphone chaque soir, comme un rituel imposé, un rappel que je n'étais plus maître de mon temps. Même ça, tu n'as plus le droit de faire seul. Ils te surveillent, te guident, parfois, jusqu'à te faire oublier ta propre autonomie, comme un enfant. Mais je tiens bon, je note tout. C'est là que j'écris mon histoire. Je transforme cette cellule en bureau d'écriture. Et le 10 juillet, j'obtiens une date de sortie, le 16 juillet à 14h. Mais bien sûr, pas sans surveillance. Une infirmière viendra chaque soir à mon domicile pour m'administrer mes traitements. Et voilà, ma vie d'aujourd'hui, à 21 ans, une vie de retraité, de surveillé, de rescapé. Le 16 juillet, du coup, à 14h, je sors. Enfin, mon éducateur vient me chercher. On fonce récupérer Nala, mon chaton qui était blessé accidentellement juste avant mon hospitalisation. Elle était restée chez le vétérinaire tout ce temps. Je la retrouve, je rentre chez moi, mais avec une infirmière qui passe tous les soirs. Et c'est là que je termine ce récit. Je suis dans ma chambre, dans mon salon du coup, sur ma table, et j'écris. Je prépare ma vidéo. Je vais me filmer en racontant tout face caméra, avec sincérité, et pas pour me plaindre. Ça faut que certaines personnes, faut que vous le sachiez. Je me plains pas en faisant cette vidéo, au contraire. C'est pas du tout pour me plaindre, les gars, c'est pour transmettre mon histoire. Je suis pas non plus, je suis pas la personne qui a vécu le plus de choses. Enfin, c'est pas un concours pour dire voilà, j'ai vécu tant de choses, plus que toi ou moins que toi. C'est pas ça le but. Le but, c'est de laisser une trace, voilà. Du coup, et même peut-être offrir à quelqu'un qui souffre un peu de lumière, même une infime, même fragile, tu vois. Comme un feu de camp, du coup, dans mon jeu préféré, comme un checkpoint, on va dire. Et voilà. Épilogue. À toi. 3 petits points. Si tu lis ces mots, c'est que j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout de la vie, mais jusqu'au bout de mon histoire. Et maintenant, la fin arrive. Pas comme dans les films, pas avec des applaudissements, mais dans le silence. Avec un soupir long, une dernière phrase qu'on écrit pour soi. Je n'ai pas choisi cette vie, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour l'honorer. J'ai crié quand j'avais mal, j'ai aimé quand c'était risqué, j'ai partagé ce que j'aurais pu garder enfermé à jamais.
Alors, voilà ce que je laisse en guise d'adieu. Pas d'écrit, pas des regrets, juste ce que j'ai aimé malgré tout dans cette vie. Donc là, c'est un peu spécial, c'est un temps où je vous dis tout ce que j'aime dans ma vie. Ça va pas être long, hein, ne vous en faites pas, j'ai fait par 10 catégories, il y a 10 catégories. C'est une façon de m'ouvrir à vous, en plus que ça soit très personnel, parce que là vous connaissez à peu près toute mon histoire précisément, et ça c'est un peu, on va dire, pour faire connaissance, voilà, de ce que j'aime et tout, et même vous, sous les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous aimez, ou qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre mon histoire, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, etc. Donc voilà, je commence. J'ai aimé des artistes comme Damso, Nino, XXXTentacion, Jossman et Lil J. Des mecs cabossés comme moi qui posent leur douleur sur des instrus comme d'autres jettent des bouteilles à la mer. J'ai aimé les couleurs comme le vert et le violet, comme une aurore boréale sur un fond de nuit noire. Un peu de magie dans le chaos, un peu de moi dans un ciel qui ne m'a jamais vraiment reconnu. J'ai aimé les animaux comme les lions pour leur silence royal, les aigles pour leur regard perçant, les colombes pour ce qu'elles portent d'espoir, les loups pour leur solitude fidèle et les chats pour leur liberté douce et féline. J'ai aimé l'œuvre L'attaque des titans, pas pour les titans du coup, mais plus pour ce que ça dit de l'humain, de la perte, de la rage, de la liberté qu'on cherche constamment, même dans une cage. J'ai aimé les jeux vidéo comme Zelda, Dark Souls, Elden Ring. Ces mondes où la solitude est une force, où tomber fait partie du chemin, où chaque feu est une promesse de survie, même au milieu des ténèbres. Ma saison préférée, c'est le printemps, pas pour ses fleurs, mais pour sa promesse silencieuse qui dit même toi, tu peux refleurir. Comme repas, j'aime bien les nouilles chinoises, les nouilles instantanées, ce que vous voulez, des pâtes quoi. Le poulet évidemment, comme à peu près tout le monde, je pense tout le monde aime le poulet. Et récemment, on va dire c'est les glaces. Je consomme énormément de glaces. Oui, des glaces, etc. Parce que dans la souffrance, le goût est parfois la dernière chose à laquelle on s'accroche. Du coup, c'est pour ça que je pense que en ce moment, j'aime beaucoup la glace. J'ai aimé le sport, les sports, comme le basket, le foot, le ski, le surf ou bien le badminton, que j'ai pratiqué pendant 5 ans. Parce que ces mouvements-là me rappelaient, oui, que j'étais vivant, même quand mon esprit voulait fuir mon propre corps. Et j'ai aimé certains films, comme Spider-Man, tous les Spider-Man, Ready Player One, Get Out, pas pour leurs effets spéciaux, mais parce qu'ils me murmuraient, tu peux t'échapper, tu peux t'en sortir, même si personne ne te tend la main. Mais malgré tout ça, je sens que mon monde n'aura pas de suite. Pas parce que j'ai abandonné, mais parce que j'ai tout donné. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et parfois, même tout donner ne suffit pas. Alors j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai laissé une trace, pas pour qu'on se souvienne de moi, mais plus pour que ceux qui souffrent en silence sachent que vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'un jour, quelqu'un relira ces mots et se sentira un peu moins étrange, un peu moins seul, un peu plus compris. Alors, à toi, inconnu, frère d'ombre ou sœur de nuit, je te tends mon récit comme une lanterne et je m'efface. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir existé quelques instants avec moi. Merci d'avoir compris, même qu'une infime de mon histoire. Ce n'était pas une fin heureuse, ni une fin tragique. C'était juste ma fin. Et je termine avec un gros paragraphe. Mais peut-être que je n'ai jamais vraiment vécu. Peut-être que je me suis réveillé un jour dans une histoire déjà écrite, condamnée à la rejouer encore et encore. Comme un rêve lucide dont on ne sort jamais. Comme Eren dans l'attaque des Titans. Je n'ai pas couru après le bonheur, j'ai couru après la liberté. Mais plus je courais, plus les chaînes devenaient invisibles. Plus les murs se reconstruisaient derrière moi. Et maintenant que je t'ai tout raconté, je comprends une chose. Je n'ai jamais quitté le point de départ. Je n'ai fait que tourner en rond.
espérant un feu de camp dans un monde sans lumière. Avant les murs, il n'y avait rien. Et peut-être que ce rien, c'est enfin un peu de paix. Alors s'il existe encore une flamme, quelque part dans ce monde, bah je te la confie. À toi dans 2000 ans, avant les murs. C'est encore moi. Merci déjà de m'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est pas une histoire triste, c'est une histoire vraie. J'espère vraiment que ça pourra aider en tout cas maximum de personnes possibles qui se sentent seules, qui se sentent pas compris, qui sont en dépression et n'arrivent pas à faire des efforts, ou tout simplement qui ont subi certaines choses, des traumatismes, etc. J'espère vraiment que, en tout cas, ma démarche puisse vous aider. Je cherche pas à créer une communauté ou à développer mes réseaux ou quoi que ce soit parce que je pense que vous avez un peu compris la fin et le début d'ailleurs de mon histoire. Quand je vous dis que, en fait, j'ai voulu passer un message comme si, en fait, nous deux, on venait de se rencontrer pour la première et aussi la dernière fois. C'est-à-dire, comme dans la vie, en fait, quand les gens ils viennent et ils partent sans. Ils viennent comme ça, d'un coup, et ils partent sans d'un coup aussi. Du coup, je voulais un peu créer ce truc-là, mais tout en sachant tout de moi. Moi, je sais rien de toi, malheureusement, mais tu peux utiliser cette vidéo comme si tu venais de faire une nouvelle rencontre et maintenant tu sais tout de moi, de ce que j'aime, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai ressenti à travers mes 21 années sur Terre. Donc là, cette vidéo va être, enfin, cette partie-là en tout cas va être spéciale parce que j'ai pas d'écrit, j'ai rien sur moi. C'est juste je parle à cœur ouvert. Et du coup, pour en revenir au message que j'ai passé à travers mon récit et mon aventure, c'est que bah, je suis persuadé que je ne guérirai jamais. Car pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me suis fait hospitaliser 3 fois. On a testé différents médicaments. Je vois différents psychologues, différents psychiatres. Malgré que je sois entouré de 3 bons amis, ça ne suffit pas. J'ai même adopté des chatons, pas dans le but d'aller mieux, mais d'être entouré encore et pouvoir leur donner de l'amour. Mais je suis incapable de bien, de, de bien m'en occuper. Je sais pas trop quoi vous dire, parce que tout ce que je sais, c'est que je me laisse jusqu'au 24 décembre et j'espère que ce projet aura été à la hauteur de mes attentes, car j'aimerais beaucoup le partager sur YouTube et TikTok pour toucher un maximum de personnes possible en tout cas, parce que le but en fait c'est d'avoir le maximum de retours, ce que les gens ils ont ressenti, ce qu'ils ont pensé, est-ce que je me suis mal exprimé ou bien est-ce que c'est trop personnel. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, vraiment. Je pense que c'est le dernier projet de toute façon sur mes réseaux. Donc voilà, merci en fait, merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi et sois fort parce que moi j'ai pas été capable de trouver cette force-là et malheureusement je vais poser mon cœur le 25 décembre 2025, 25 ou 24, je sais pas. Donc c'est un peu comme une lettre d'adieu
Enfin, hmm, je sais plus quoi dire, les gars. Parce que voilà, quoi. Mon projet est fini. J'arrive à la fin. Et je voulais faire passer plusieurs messages. J'espère qu'en tout cas, vous êtes réceptifs. Et voilà, hein. Malheureusement, moi, j'abandonne en tout cas. Ça va aboutir à rien. Je serai jamais écouté par la justice. Et malheureusement, c'est comme ça. Il y a énormément de gens dans le même cas que moi. Et je suis désolé pour vous, pour nous tous. Donc, certains continueront à se battre. Et d'autres comme moi qui préfèrent abandonner parce que c'est trop difficile. Et une petite parenthèse. Je sais très bien que ma vie n'est pas plus dure ou je sais très bien que ma vie n'est pas plus dure que quelqu'un d'autre ou plus facile à vivre que quelqu'un d'autre. Je ne me compare pas. Tout ce que je vous ai dit, les gars, c'est vraiment de moi, ça vient de moi et je ne me compare pas. Je pose plutôt mon histoire comme exemple pour que d'autres personnes puissent se reconnaître là-dedans, pour peut-être la reprendre, faire ce que vous voulez avec mon récit et ma vidéo. Vraiment, vous pouvez réagir, vous pouvez peut-être se dire, voilà, lui, il a préféré abandonner, et moi, il ne faut pas que j'abandonne. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc, petite parenthèse pour dire que je ne me compare pas et je sais très bien que dans la vie, il y a beaucoup plus pire que nous euh, et moins pire que nous. Donc, il y a de tout, vraiment. Je sais qu'il y a des enfants qui crèvent la dalle, euh, comme les guerres, les gars, en ce moment. C'est un truc de fou, les guerres. Ça ne s'arrête jamais. La violence partout. L'être humain il devient mauvais de plus en plus. Les relations humaines. Et j'en parle même pas des relations humaines, les gars. C'est en 2025, on se trahit, on n'est plus sincère, on n'est plus honnête. Même moi, hein, je parle de moi aussi, les gars. Hein, on arrive à un point où on n'arrive même pas à se reconnaître euh, à travers d'autres personnes. Donc, j'espère que ça va évoluer. On verra. Donc, voilà. Hein. Je suis un peu dans l'euphorie d'avoir fini ce projet, cette vidéo-là. Et à la fin, on peut être triste parce que j'aurais plus rien à dire après ça. Juste regarder vos retours et attendre gentiment le 24 décembre. En tout cas, merci pour tout. Merci. Merci pour tous les gars. Bah, je vous dis au revoir, hein. Ou adieu, je sais pas. Voilà. Parfois, le silence pèse plus lourd qu'un cri. On avance, le sourire en vitrine, le corps en miettes derrière la vitre. La dépression, ce n'est pas une faiblesse. C'est une tempête qui traverse même les plus forts. Un brouillard qui s'invite sans frapper et qu'on croit devoir affronter seul. Mais personne ne devrait se battre seul contre l'ombre. Parler, ce n'est pas déranger. C'est allumer une lumière, minuscule peut-être, mais assez forte pour montrer qu'on existe encore. Alors parle, dis-le, même maladroitement. Tends la main, écris, appelle, demande. Il y aura toujours une oreille, quelque part, une âme qui répond. Alors parle, crie, écris, demande de l'aide. Parce que ta voix compte, parce que ta vie compte. Jusqu'au dernier battement.